m'imagine pas devoir sortir dans la rue comme ça, sans maquillage. Là, je me trouve encore plus ou moins jolie. Au sommaire de ce numéro de Toute une histoire. J'étais chez des amis, ils avaient l'habitude de sniffer du gaz de briquet. Et là, ils ont allumé une cigarette et tout a explosé. J'étais dans mon berceau en compagnie de mes frères et sœurs qui auraient apparemment joué avec des allumettes, un briquet et une bougie. Des visages changés à tout jamais. Je peux pas dire que j'ai totalement accepté mon nouveau visage. J'ai beaucoup de souvenirs des hôpitaux, de ce que je subissais de mon plus jeune âge. Je n'ai même pas craqué, rien du tout. Quand on subit un drame comme le vôtre, c'est une profond remaniement psychique qui est obligé de s'opérer. Deux femmes qui sont parties à la reconquête de leur vie. Comment vous allez aujourd'hui? Moralement? De ce côté-là, physiquement? bien. Je vais dire que je fais du mieux que je peux pour m'accepter et continuer à vivre. Donc, franchement, je vous souhaite de continuer sur cette voie. C'est une femme comme toutes les autres. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter une jeune femme pleine de courage, Marie. À 13 ans, à cause d'un accident, son corps a été en grande partie brûlé. Depuis, elle tente de se réapproprier sa nouvelle image et d'être en paix avec son reflet dans le miroir. Bonjour Marie. Bonjour. Vous n'étiez qu'une adolescente, Marie, lorsque votre vie a basculé. On va voir une photo de vous, de cette époque. Ça vous fait quoi de vous voir en photo comme ça? J'aime pas trop ça. Vous n'aimez pas vous regarder? Non, j'ai du mal de me voir avant. Parce que je sais que je ne redeviendrai plus jamais comme ça. Que vous est-il arrivé, Marie, le 4 avril 2008? Donc j'étais chez des amis, une petite soirée. Ils avaient l'habitude de sniffer du gaz de briquet pour recharger les briquets. Et là, ils ont allumé une cigarette et tout a explosé. Donc je me suis retrouvée coincée dans la pièce avant d'en sortir après tout le monde. Quelles ont été les conséquences de cet accident pour vous? J'ai été brûlée sur 33% du corps, au 3e degré. Vous êtes tombée dans le coma? On m'a mis 3 semaines dans le coma, donc un coma artificiel. Pour ne pas que vous souffriez trop? Voilà, oui, et puis pour que je survive. Sinon, avec la douleur, ça n'aurait pas été. Alors, c'était il y a 8 ans. Vous avez dû subir beaucoup d'opérations. Vous en avez subi combien depuis? Une petite vingtaine. Qu'est-ce que vous avez subi comme opération? Donc j'ai été greffée mes bras, mes mains, ainsi que mon cou et mon décolleté. Mon visage n'a pas dû être greffé. Mais il a pris beaucoup de temps pour se reconstituer. Puis j'ai fait plusieurs chirurgies réparatrices après. Ouais. Donc vous avez traversé des moments difficiles au point de ne plus avoir envie de vivre? Voilà, oui. Durant les premières années, j'ai eu plusieurs moments assez bas où je me disais que c'était peut-être mieux d'en finir, que jamais ça n'irait, jamais je m'améliorerais. Pour moi, ça allait rester tout le temps comme ça. Alors j'aimerais vous présenter Marie-Paul qui, je pense, va vous donner envie de vous battre, de vous accrocher à la vie et qui est là pour vous transmettre un véritable message d'espoir. Marie-Paul, votre histoire est un peu différente de celle de Marie, car aussi loin que vos souvenirs remontent, vous avez toujours vu ce visage, votre visage dans le miroir. Que vous est-il arrivé? Vous, c'était quand vous étiez bébé? Ouais. Moi, il m'est arrivé un accident donc par le feu. J'ai été brûlée à l'âge de 18 mois. J'étais dans mon berceau et en compagnie de mes frères et sœurs qui auraient apparemment joué avec des allumettes, un briquet et une bougie. Le rideau serait visiblement tombé sur moi. Et donc j'ai été prise. Donc pareil, je suis aussi atteinte sur toute la face avant, les bras, les cuisses. J'ai été atteinte au 3e degré profond parce que moi j'ai les muscles en plus qui ont été pris. Et voilà, 80% de mon corps, quoi.
Combien Tout à fait. d'opérations avez-vous subi? Alors, si je peux me permettre de compter la césarienne avec mes 2 enfants, parce que ça reste quand même une intervention chirurgicale, j'en ai eu 55. Comment vous allez aujourd'hui? Moralement? De ce côté-là, Physiquement? bien. Bien, moralement, physiquement, ça va. Mes enfants sont là pour me soutenir. Depuis l'arrivée de mes enfants, d'ailleurs, je revis un peu mieux la chose. Avant, c'était Mais plus difficile? c'est paradoxal quand même, ça reste paradoxal. C'est-à-dire, il y a des moments où vous flanchez un peu? C'est ça, tout à fait. Il y a des moments où j'ai, comme tout le monde, vous et moi, un coup de blues, un coup de baisse de morale. Enfin bon, ça... Voilà, tout à fait. Mais quand je vois le visage de mes enfants, quand j'entends leur voix, que je vois leur sourire, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ce sont vos enfants que nous voyons ici à Alors l'image? oui, voici donc la brune, c'est Hélène. La petite, c'est Sarah. Donc Hélène est issue d'un autre papa. Sarah également aussi. Elles n'ont pas le même papa, mais bon, je suis leur maman. Elles sont ravissantes. Merci. On les accueillera tout à l'heure sur notre plateau. Ouais. Vous êtes là pour transmettre un message d'espoir. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire à Marie aujourd'hui? Non, en fait, Marie, je me permets de vous le dire, 2008, on est en 2016, donc ça fait à peine 8 ans. Moi, j'ai 38 ans cette année. J'ai eu cet accident, j'avais 18 mois. J'ai toujours grandi avec ce visage. Il va falloir l'accepter. Ouais. La vie ne vous empêchera pas de continuer. En plus, apparemment, tout va bien pour vous pour le moment, visiblement. Franchement, je vous souhaite de continuer sur cette voie. C'est gentil, merci. Ne perdez pas espoir en vous et en ce que vous réserve la vie. Parce que quand on a eu un traumatisme pareil, on a tendance à se dire « Ouais, c'est qu'à nous que ça arrive, les autres, voilà, maintenant, on n'a plus de personnes autour de nous. » Si. Il y a des gens, mais c'est des gens qui doivent nous mériter, et pas nous qui devons les mériter. Vous avez souffert des réflexions des gens, du regard des gens? Ah oui, Ouais. énormément. J'ai souffert du racket à l'école, à l'âge de 8-9 ans, pour avoir mes camarades de classe en cours, dans la cour, pour jouer. Il a fallu que je vole un petit peu mes parents pour pouvoir passer par la boulangerie, acheter des bonbons pour pouvoir distribuer quand j'avais besoin d'amis. C'est ça, pour Voilà. acheter l'amitié de... Sans pour autant encore rajouter toutes les moqueries et tout ça qu'on pouvait me mettre en travers de la route. Donc c'est vrai que j'aurais aussi eu, moi, des raisons pour essayer de penser à la fin de ma vie. À un moment donné, même quand on est enfant, on y pense. À l'adolescence, on y pense. Maintenant, on y pense aussi. Mais non. Marie, je vous sens très émue. Oui, quand même. Ben, ça me fait plaisir, ça fait du Vous bien n'êtes pas toute seule. d'entendre et de me dire que moi aussi je peux y arriver Bien sûr. et continuer et faire vraiment ma vie, avoir des enfants. Qu'est-ce que ça représente pour vous deux, le fait d'être ici, sur notre plateau, devant des caméras de télévision? Ben, c'est un peu difficile vis-à-vis du regard des gens. Et justement, je trouve que c'est un pas vers l'acceptation, quand même. Voilà, oui. En fait, depuis mon accident, je m'étais toujours dit que j'aimerais bien venir sur ce plateau pour montrer que malgré tout, je me bats et qu'il faut, pour montrer aux autres qui sont dans le même cas que moi qu'il faut se battre. Et vous, Marie? Je vais me permettre de faire, on va dire, je vais rendre hommage en même temps aussi, parce que moi, l'émission, je la connais déjà de bien plus avant, à l'époque de monsieur... J'ai le droit de citer des noms? Bah, bien sûr, surtout À celui-là. l'époque de monsieur Delarue. Donc, j'avais laissé mes coordonnées, donc ça remonte déjà à plus de 10 ans. Ouais. Et c'est vrai que c'est énorme pour moi d'être là aujourd'hui, parce que comme dit Marie, on a toujours l'impression d'être seul. Mais en fait, non, on n'est pas tout seul. Il y a d'autres personnes dans notre cas qui sont parfois même encore dans de pires situations. Comme il y a des personnes valides, parce qu'on appelle une personne autre valide, à qui ça peut arriver à tout moment. Bien sûr. Et je voulais juste dire que les personnes valides, ça ne sert à rien qu'elles se moquent. Dans le sens où il y a plus de souffrance qui ressort. Après, il y a de l'agressivité pour ceux qui savent se défendre. Mais ceux qui arrivent à blesser, ils ne vont pas se défendre. Donc voilà, le but de l'émission, c'est aussi d'aider les autres à travers notre expérience. Alors, avec nous aujourd'hui, Frédéric Farigou, très ému
Bonjour Sophie. Quelle est votre réaction, Frédéric, à ces deux histoires? Déjà, je suis bouleversée par leurs histoires et puis par cette capacité de résilience quand on vous entend. Et c'est vrai que cette émission, on partage souvent des histoires de vie extrêmement intenses, dramatiques, mais on voit l'être humain, sa capacité, et la vôtre à toutes les deux, de sortir de ces épreuves, de cheminer avec et de continuer à grandir et de venir témoigner. C'est vrai que c'est très important parce que particulièrement dans les cas de défiguration, il y a comme une excommunication sociale. Oui. Il y a un isolement qui se crée parce qu'effectivement, le visage, c'est important le visage, c'est le premier organe de relation. C'est ce qui nous permet de construire notre identité, c'est ce qui nous singularise le plus, c'est là où on voit nos émotions, c'est là où on voit notre humanité, c'est là où parfois notre inconscient nous trahit. Donc c'est vrai que c'est un organe important. Et quand on subit un drame comme le vôtre et qu'on a son visage mutilé, c'est un profond remaniement psychique qui est obligé de s'opérer. Même dans votre cas, Marie-Paul, parce qu'à 18 mois, vous aviez déjà un visage qui n'était pas celui-là. Et donc, votre corps, même s'il n'y a pas la mémoire, votre corps en a gardé la mémoire. Donc, cette blessure, elle est inscrite en vous. Et ça entraîne effectivement une blessure narcissique très profonde dont on met du temps à se remettre. C'est possible. Et c'est pour ça que votre témoignage est important pour Marie, parce que vous avez fait un peu plus de chemin qu'elle. Mais savoir qu'on peut s'en sortir, c'est important aussi. Mais traverser des phases où on a des idées suicidaires, c'est tellement compréhensible, inévitable, parce que sur le moment, on se dit qu'on n'a pas les ressources pour faire face, et en fait, on les a. Et la vie nous prouve ça. Alors Marie, vous nous avez confié quelques photos de vous qui nous ont permis de retracer votre histoire. On va regarder ensemble ce reportage et on se retrouve après. Marie est l'aînée d'une famille aimante. Elle passe une enfance heureuse, entourée de ses parents et de Mélanie, sa petite sœur. À l'adolescence, elle commence à sortir et à prendre soin de son apparence. Mais le 4 avril 2008, lors d'une soirée entre amis, la vie de Marie bascule. Une explosion de gaz défigure la jeune fille. Visage, décolleté, bras et dos sont brûlés au 3e degré. Après plusieurs séjours à l'hôpital, elle doit suivre une longue rééducation. Séances de kiné, greffe de peau et chirurgie esthétique deviennent le quotidien de la jeune fille. Vos jolis yeux n'ont pas été touchés? Non, j'ai eu de la chance. Mon premier réflexe a été de mettre mes mains devant les yeux lors de l'explosion. Et voilà, ça m'a permis de les garder. Et ils sont toujours beaux. Merci. Vous avez des... Vous êtes ému en voyant ces photos, en repassant ce film de Voilà, votre vie? oui. C'est dur. Ouais. Oui. Votre mère, Claudine, est avec nous dans le public. Bonjour Claudine. Venez nous rejoindre. Claudine, vous vous êtes dit quoi, vous, à ce moment-là? D'abord, vous avez reçu un coup de fil de On est l'ami de venu Marie. me chercher à la maison parce que j'étais seule à la maison, mon mari était parti. Et on est venu me chercher vers minuit et demi en me disant que Marie avait eu un accident. Donc je me suis habillée très vite, j'ai pris Mélanie avec moi que j'ai déposée chez une amie et je suis partie sur les lieux de l'accident. Et là, je l'ai retrouvée, moi, dans l'ambulance. À quel moment vous dit-on que le pronostic vital est engagé? Donc nous, on est partis sur Bruxelles avec mon mari. Et alors là-bas, on l'a découverte donc aux soins intensifs, mais tout en momie. Elle était tout emballée jusqu'aux genoux. Et on nous a dit qu'il fallait attendre 48 heures pour savoir si elle allait survivre. Frédéric, comment des parents peuvent-ils accueillir ce genre de couperet là, de nouvelles? C'est traumatisant. Vital engagé. Voilà. En une seconde, la vie bascule. C'est l'état de choc que procure un traumatisme, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout de suite la souffrance qui va avec, on est déconnecté, c'est toujours ce mécanisme qu'on explique dans cette émission-là, où les cerveaux se dissocient, se coupent
de la souffrance pour pouvoir survivre à l'épreuve. Donc dans ce moment-là, on est dans une forme de déni aussi. Et il faut faire face, il faut agir. Donc on est dans tout ce qu'il y a à faire, dans l'action. La souffrance vient après. Et quelque part, heureusement, parce que sinon, on ne serait pas capable, tellement c'est sidérant, on ne serait pas capable d'agir. Marie-Paul, vous nous parliez donc du drame que vous avez vécu tout à l'heure. Vous avez été prise en charge, hospitalisée. Comment vos parents ont-ils vécu ce drame? Alors c'est comme dit une histoire très très compliquée parce que bon comme dit parents c'est un grand mot. Comment on va dire, j'ai l'impression que voilà ma maman m'a laissé tomber après l'accident. J'ai été placée dans une famille d'accueil, donc on va dire c'est cette famille d'accueil qui a pris tout le relais pour mes soins, pour le reste de la vie, hein, pour me faire grandir et tout. Comment vous expliquez que votre mère se soit désintéressée de vous? Je n'en sais rien. Je n'ai pas vraiment pu aborder le sujet avec elle encore jusqu'à aujourd'hui. Bon, on va dire, après, il y a cette autre situation où on n'est plus en contact parce que, bon, moi, je cherche des réponses à mes questions. Et puis, dans un autre sens, je ne reçois pas ces réponses-là. Donc, vous la revoyez? Vous les revoyez, vos parents biologiques? Non, non. Mais je sais qui ils sont. J'ai eu des contacts avec eux étant enfant. Je laisse l'occasion à ma maman de pouvoir me joindre sur mon portable, mais c'est moi qui décide si j'ai envie d'y répondre ou pas. Elle a déjà essayé de le faire? Elle a déjà essayé de faire, oui. Et oui, vous n'avez pas répondu? Et je n'ai pas répondu parce que, quelque part, je lui en veux. Je lui en veux parce que j'estime qu'à 18 mois, un enfant n'a pas à rester seul, même si c'est sous la responsabilité de la grand-mère. Et peut-être qu'elle a envie de vous demander pardon? Oh, il faudrait d'abord qu'elle ait la conscience de ce qui m'est arrivé et qu'elle accepte et qu'elle avoue ce qui s'est passé. Là, elle va vous voir participer à cette émission. Vous aviez envie aussi qu'elle vous entende dire ça? Oh, je pense qu'elle n'a pas besoin de l'entendre maintenant parce que je lui ai déjà dit moi-même. Vu mon gros caractère, je n'ai pas peur de dire aux gens ce que je pense. Même si c'est ma maman, j'estimais avoir ce besoin de lui dire qu'à un moment donné, comme j'étais relativement grande, consciente, voilà, j'aurais pu comprendre ce qui m'est arrivé. Mais mentir à un enfant, c'est vraiment une chose qu'il ne faut vraiment pas faire. Une réaction de Claudine? Disons que moi j'ai toujours accompagné Marie, mais ça ne doit pas être... Enfin, c'est parce que je l'ai accepté. Enfin, oui, j'étais dedans, quoi. Mais quand je vois son papa qui est tombé, qui n'a pas accepté, qui a eu beaucoup plus difficile que moi d'accepter, donc je peux comprendre la maman qui s'est enfuie. Enfin, comprendre, sans la comprendre. Tu ne peux pas abandonner ton enfant. Oui, c'est ça. Je ne sais pas comment expliquer. Disons que c'est très difficile à accepter. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on doit l'abandonner, ça je suis d'accord. Donc je ne sais pas comment expliquer. Excusez-moi. Je pense que moi, ma maman, je pense qu'elle est dans le déni. Voilà, maintenant, oui. Ce qu'il y a, c'est que bon, quand c'est arrivé, elle n'était pas présente, elle était apparemment à côté, chez les voisins, en train de jouer aux cartes. Bon, hein. C'est normalement pas la place d'une maman qui a des enfants en bas âge. Donc, encore une fois, aujourd'hui je suis adulte, je suis mère moi-même. Jamais de la vie je laisserai mes enfants dans une situation de danger. Jamais, jamais. Je ne comprends pas le geste aujourd'hui, je ne comprends pas la réaction. Et voilà, moi je suis là aujourd'hui pour, aussi pour me libérer de ça, parce que c'est important. C'est très important parce que même si j'ai eu des parents nourriciers, adoptifs, j'ai quand même une vraie famille derrière, mais qui m'a complètement oubliée. Voilà. Frédéric, moi, c'est vrai que c'est touchant de se dire que non seulement l'enfant que vous étiez, elle a subi un drame terrible, mais par là-dessus l'abandon. Donc c'est comme s'il y a une double blessure. Tout à fait. Donc ça, c'est cette blessure-là, effectivement, vous auriez besoin que votre mère biologique vous entende dans le mal qui vous a été fait. Visiblement, elle n'est pas en capacité de le faire. Elle n'est pas en capacité d'accepter sa responsabilité par rapport à ça, pour les raisons qui lui appartiennent. Mais j'aurais envie de vous donner un autre regard sur l'histoire, c'est-à-dire que votre mère, quelque part, elle a senti qu'elle était défaillante pour vous.
parce que sinon, elle se serait occupée de vous. Il se trouve qu'elle n'était pas en capacité de le faire. Et ce que je trouve formidable, c'est qu'à mon avis, la femme que vous êtes, c'est grâce aux parents adoptifs que vous avez eus. Tout à fait. Et que peut-être, élevée par votre mère biologique, vous ne seriez pas la femme que vous êtes aujourd'hui. De toute façon, mais de toute façon. Donc la femme que vous êtes aujourd'hui peut regarder ça aussi en tant qu'adulte et se dire, quelque part, dans mon malheur, j'ai aussi eu cette chance-là d'avoir ces parents-là. C'est ça. Parce que ma mère biologique ne m'aurait peut-être pas aidée à parler comme vous parlez et avoir cette... Ça a été des tuteurs... Ces personnes-là ont été des tuteurs de résilience pour vous, qui vous permettent de témoigner aujourd'hui, de donner un message d'espoir à Marie. Oui, bien sûr. Bon, il n'y a pas que ces gens-là qui me permettent de faire ça. Bien sûr. C'est aussi une thérapie. Oui. J'ai entamé une thérapie depuis 6 ans et puis je vous garantis qu'en 6 ans, si vous avez un bon thérapeute en face, vous grandissez aussi, même en tant qu'adulte. Oui, tout à fait. Voilà, alors j'encourage Marie à vraiment, excusez-moi Marie, mais consulter si ça ne va pas et gâchez pas votre vie bêtement. Voilà, vraiment. Ayez de la niaque. Marie-Paul, vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez ici pour donner de l'espoir à Marie. Alors, avant d'écouter votre histoire, nous allons découvrir en images à quoi ressemble votre vie aujourd'hui. On va regarder ce reportage et puis vous nous raconterez après votre parcours, le parcours que vous avez suivi pour en arriver là. Tout près de Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Tous les matins, Marie-Paul commence sa journée comme toutes les femmes par une séance de maquillage. Je m'imagine pas devoir sortir dans la rue comme ça sans maquillage, surtout quand je vois la différence que ça fait. Là, je me trouve encore plus ou moins jolie. Je me maquille à peu près depuis la sortie du lycée, à partir du moment où j'ai commencé à sortir de mon cocon, quand j'ai quitté mes parents, quand j'ai voulu connaître la vie, les garçons, surtout pour plaire. J'ose le dire. Allez hop, c'est parti. Aujourd'hui, Marie-Paul rend visite à sa maman d'adoption. Bonjour maman. Bonjour Marie-Paul. Marguerite a accueilli Marie-Paul à l'âge de 2 ans et demi. Elle s'est battue pour que sa petite protégée puisse vivre le plus normalement possible. Tendresse, soins, présence psychologique, Marguerite était sur tous les fronts. Regarde, c'est dans le vieux hangar à la gare. Ça fait presque mal en fait, parce que je vois un enfant, je vois qu'il est défiguré, je vois qu'il n'a rien demandé. Mais en tout, tu étais opérée 50 fois. Si on n'avait pas fait ça, tu serais je serais plus là. Il y a de la route, il y a eu du chemin. On a fait ce qu'il faut, ce qu'il pouvait parce faire. que tu l'as bien voulu. Quand j'ai vu Marie-Paul la première fois chez ses parents, elle était vraiment dans son état très misérable. Vous aviez été là pour me soigner, pour me sauver, pour mener à bout et à bien votre mission. Ouais. Je te remercie parce que je suis encore là. C'est tout à fait normal pour moi. Ils m'ont vraiment élevée comme leur enfant proprement parlé. Mon petit nid à moi, c'est issu de l'amour que m'a donné mes parents d'accueil. Tous les après-midi, Marie-Paul va chercher sa fille Sarah à l'école. Ça va? Ça s'est bien passé l'école? Oui, maman. Oui. Un lieu qui lui évoque des souvenirs difficiles. Ma scolarité, elle a été difficile parce que je subissais bien évidemment les insultes, les moqueries comme tarte flambée, cramée, bon j'en passe. Hein. Il y a des enfants qui parlent un petit peu mal sur maman? Oui. Ils disent pourquoi ta maman elle est brûlée. Toi, qu'est-ce que tu leur réponds? Des enfants jouent avec le feu. Bon, c'est déjà bien pour une petite fille de ton âge qui sait déjà répondre ça. Mes enfants, je les éduque justement dans le sens où on ne se moque pas d'autrui. Quelle qu'en soit la forme de l'handicap, il est interdit d'aller se moquer. Aujourd'hui, Yves, le nouveau compagnon de Marie-Paul, fête ses 44 ans. L'occasion pour la petite famille de passer un moment tous ensemble. Salut Hélène! Ça va ma chérie? Oui, ça.
T'as passé une bonne journée? Ouais. Ouais, regarde, ça c'est la surprise pour Yves. Mes filles m'apportent de la joie, du bonheur. Pour moi, il n'aurait jamais été envisageable d'avoir une vie sans enfant. Mais on n'était pas sûr que je puisse mener une grossesse à terme, vu l'étendue des brûlures. Il arrive. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ce qui me plaît chez Marie-Paul, c'est peut-être son trait de caractère, quoi. Ça, la force de caractère, quoi. C'est une qualité qu'elle a, quoi. Il m'apporte une présence au quotidien, de la confiance surtout. Avec Yves, je peux plutôt prétendre au bonheur. Bon anniversaire, Yves! Évidemment, Marie-Paul, très émue par ces images. Oui, quand même. Oui. On va revenir sur l'histoire de Claudine et de Marie. À quel moment, Claudine, vous avez pu voir votre fille pour la première fois après l'accident? Sans les bandages ou... Sans les bandages. Sans les bandages, mais... Donc, les 3 semaines qu'elle est restée dans le coma, c'était une momie. Donc, quand elle est sortie du coma, tous les 2 jours, elle allait dans un bain où il nettoyait toutes ses plaies. Et alors, petit à petit, on découvrait ce qu'il y avait à voir. On a vu ses bras avant, parce que comme elle avait été greffée au bras, la guérison est quand même plus rapide. Donc, on a vu ses bras. Donc, on nous a dit, le visage est un peu comme les bras, mais c'est même un peu plus grave parce qu'on n'a pas été greffé. Donc, petit à petit, ça se découvre. Et voilà, et on prend donc tous les 2 jours un petit peu plus d'elle. C'est insensible, toutes ces zones, les bras, tout ça, vous sentez? Oui, j'ai retrouvé toute ma sensibilité. Oui. Partout? Oui, partout. Bon. Oui. Déjà important? Oui, c'est vrai, oui. On va accueillir votre sœur, Mélanie, qui est avec nous dans le public. Bonjour. Mélanie qui a vécu tout ça auprès de sa sœur, qui n'avait que 10 ans au moment de l'accident et qui a dû aussi traverser des moments difficiles. Parce que ça ne doit pas être évident d'aimer sa sœur, de vouloir la soutenir tout en comprenant sa détresse par moments. Oui, non, c'était vraiment difficile vu que j'ai jamais vécu ce qu'elle a vécu. Donc, la soutenir n'était pas facile. Donc, j'ai pas été fort là non plus vu que j'étais jeune. Parfois, vous devez éprouver de la culpabilité. Un petit peu, oui. D'avoir un visage tout lisse. Qu'est-ce que vous vous dites? Oui, c'est pas facile, oui. Non, pas de la culpabilité. Je voudrais quand même être à sa place parce que. Vous voudriez que ça vous mais non, arrive mais à vous? parce que ça me rend triste, on va dire, pour elle. Qu'elle a vécu tout ça et que moi. Vous en parlez toutes les deux? Non. Non. Jamais? Jamais. Non. Non. Vous le saviez qu'elle pouvait ressentir ça? Non. De la tristesse et que parfois elle aimerait être à votre place? Non. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Ça me fait de la peine. Mais non. Pourquoi de la peine? De la peine, et ça me rend émue, ça me fait plaisir. Ça vous prouve à quel point elle vous aime? Voilà, oui, mais je voudrais pour rien au monde que ça lui arrive. Ouais. Beaucoup d'amour entre ces 2 sœurs, hein? Beaucoup de complicité. Oui. Vous êtes très complices. Oui. Beaucoup plus qu'avant. Oui. Beaucoup plus qu'avant? Oui. Pourquoi beaucoup plus qu'avant? On était plus jeunes aussi, donc je pense que ça joue. Mais on a quand même vécu une épreuve ensemble. Voilà, oui. Et même si on n'en parle pas, on a toujours, on a toujours été proches et de plus en plus, et super complices. De toute façon, on doit les oublier, ces brûlures. Oui. Hein? On vit avec. On vit avec, oui. C'est 2 semaines après votre sortie du coma que vous avez pu découvrir votre nouveau visage. Comment ça s'est passé? On vous demande d'attendre, d'être accompagné peut-être par une psychologue, ou vous l'avez fait dans le dos de tout le monde? Comment ça s'est passé? Le jour était prévu pour découvrir mon visage. Et le jour avant, j'étais dans la salle de bain de ma chambre. Et là, j'ai voulu me voir. Avant ça, j'évitais tous les miroirs, même dans l'ascenseur. Maman me rentrait en marche arrière avec la chaise roulante pour ne pas que je me voie. Et là, je me suis levée, je me suis regardée. Ça a duré 3 secondes et j'ai rien dit.
j'ai rien dit à personne. Et le lendemain, là, j'ai découvert avec la psychologue qui, elle, m'a expliqué. Mais je ne me rendais pas compte de ce que c'était. Pour moi, ça allait partir. Frédéric, le fait de s'être vu comme ça, sans que personne ne le sache et de ne rien en dire à personne, sans vraiment que ça ait eu un impact sur elle, c'est quoi? C'est le choc encore? C'est le déni? Oui, c'est le choc et en même temps, elle avait besoin d'être dans la réalité parce qu'à un moment donné, on a besoin de se confronter à cette image. On ne peut pas tout le temps la fuir. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait, la personne va traverser toutes les phases qu'on rencontre dans les phases du deuil. Hein, les phases du deuil, et ça commence par effectivement le choc, par le déni de la réalité. Vous l'expliquez très bien, Marie, c'est-à-dire que c'est difficile d'accepter et on ne peut pas croire qu'on va rester comme ça, on ne peut pas croire qu'il va falloir vivre avec ce visage toute sa vie. Donc ça, ce déni, il est pendant un certain temps. Et puis après, il y a tout l'état d'anxiété, la colère aussi. Ouais. Qui est lié à ce drame, donc l'anxiété et un syndrome dépressif à un moment donné qui va s'installer. Et c'est pour ça que vous le disiez très justement, Marie-Paul, c'est très important de consulter et de ne pas laisser s'installer ce syndrome dépressif parce qu'il va avec de l'isolement, il va avec un sentiment d'exclusion du monde et de l'humanité même. On se sent plus humain parce qu'effectivement, le visage, c'est ce qui nous rend le plus humain. Mais ce qui est important justement de faire ce travail avec un psychologue ou une psychologue, c'est de comprendre que notre identité, elle ne se réduit pas à notre visage. Ouais. Elle est constituée par notre vécu, elle est constituée par notre voix, notre rire, notre démarche, nos pensées. Donc c'est important de récupérer cette identité-là pour faire exister ce nouveau visage. Mais effectivement, l'état dépressif, il est quasiment inévitable et la crise suicidaire aussi. C'est-à-dire la tentation de mettre fin à ses jours, elle est vraiment quasi inévitable dans ce genre de drame. Défiguration, c'est vraiment un drame profond. C'est une blessure identitaire qui marque profondément l'individu. Il y a un grand cheminement à faire. Oui. De vouloir mettre fin à vos jours? J'y ai pensé. Oui, plus d'une fois. C'est vrai. Alors, nous avons eu André, votre papa, au téléphone pendant la préparation de notre émission. Il semble encore très marqué par ce qui est arrivé à votre fille. Comment a-t-il traversé cette épreuve? Donc, il n'a pas été très présent parce qu'il n'avait pas la force de l'être. C'est ça que, c'est moi qui ai accompagné Marie, c'est moi qui étais à l'hôpital tout le temps. J'allais aux consultations, j'ai tout fait. Parce que lui, il n'aurait pas su le faire. Il n'avait pas la force de le faire. Mais on pourrait avoir tendance à penser, c'est facile de dire ça. Non, parce que lui-même le dit. Ouais. Il le sait, il avoue. Comme aujourd'hui, il n'aurait pas su venir. Il le dit lui-même, il n'a pas la force de passer tout ça. Et comment il le vit, le fait de ne pas avoir la force? Il s'en veut? Oui, il s'en veut très fort et puis il est dépressif à cause de ça. À cause de ça? Oui, ça, ça ne doit pas être facile à vivre, justement. Comment vous le vivez, vous, Marie? Vous lui en voulez de ne pas avoir la force? Je ne lui en veux pas parce que je connais mon papa et je sais comment il est. Voilà, maintenant, c'est vrai que par moments, j'aurais peut-être voulu qu'il soit un peu plus présent, mais bon, il a quand même été là malgré tout. C'est vrai que maman m'a accompagnée partout et venait aux consultations avec moi, mais quand je rentrais à la maison, papa était quand même là. Et il est toujours là maintenant, si j'en ai besoin, malgré tout. Voilà, je ne lui en veux pas, je comprends aussi. Il n'empêche que quand même, cette manière de réagir différemment a eu un impact sur votre vie de couple? Oui. 2 ans après l'accident, on a divorcé. Vous pensez que c'est directement lié à ça? Non, on avait déjà des problèmes avant. Oui. Mais ça a accentué les choses. Que moi, comme j'étais toujours avec Marie, je n'ai pas accepté le fait qu'il reste de côté. Et ça a été difficile pour moi aussi de gérer tout ça. Qu'est-ce que vous aviez comme problème avant? Vous aviez des problèmes de communication? Oui, déjà beaucoup, oui. Et oui, beaucoup de communication qui ont fait que on a pris 2 chemins différents. Ce genre d'épreuve, soit ça soude un couple qui est déjà fusionnel. Ouais. Ça agit
les épreuves agissent comme un amplificateur des forces ou des fragilités du couple. S'il y a fragilité, ça vient souvent faire exploser le couple parce que chacun va vivre l'épreuve différemment. Il peut y avoir de la colère et peut-être vous lui en avez voulu aussi de ne pas être capable d'accompagner Marie à la mesure de ce dont vous aviez besoin et de ce dont elle avait besoin. Donc tout ça, ce ressentiment, toutes ces choses qu'on n'arrive pas à se dire. Et puis c'est vrai que lui, s'il est resté dans la colère, qu'il soit arrivé ça à sa fille, il est bloqué là-dedans. Donc il ne peut pas vraiment vous aider. Il est coincé là-dedans parce qu'il reste en colère de ce qui vous est arrivé. Il n'arrive pas à dépasser ce stade-là. Donc vous avez besoin d'un entourage. Et vous savez que votre père vous aime, mais dans ce genre d'épreuve, il faut un entourage propulsant qui croit en votre capacité à vivre avec cette épreuve, avec ce qui vous est arrivé. Pas à vous bloquer dans le passé et sur l'avant. C'est ça le danger, en fait, de la non-acceptation, c'est qu'on reste accroché au passé, et quand on reste accroché au passé, on souffre systématiquement. Alors, il n'a pas pu être là aujourd'hui, il ne l'a pas souhaité, mais en revanche, il vous a envoyé une lettre. Oui. Je peux vous la lire? Oui. Voilà. Je suis le papa de Marie. Et Marie est pour moi et pour tout le monde un exemple de courage, de volonté de vivre et de vouloir se battre jusqu'au bout. Quand je la vois, c'est elle qui me remonte le moral. Si je pouvais claquer des doigts et dire « je prends sa place », je le ferais à la seconde. Mais voilà, ce n'est pas possible. Je suis vraiment fière d'elle. Elle a un sourire et un regard qui ne me permet pas de dire non. Gros bisous. Je t'aime, papa. Merci. Ça vous surprend, ce message? Oui, parce que mon papa n'est pas trop expressif. Et ça me touche. Ça me fait plaisir. Il a l'air de penser que vous êtes beaucoup plus forte que lui. Oui, il me le dit souvent d'ailleurs. Je lui dis que non, c'est pas vrai, que moi, avant d'avoir l'accident, je pensais pas être aussi forte. Donc voilà, lui aussi est fort et je le sais. Qu'est-ce que vous vous dites? Que parfois, une épreuve comme celle-là, une épreuve terrible, peut révéler la force qu'on a en nous? Oui, bien sûr. Oui. Jamais vous n'auriez imaginé pouvoir avoir cette force? Non, du tout. D'ailleurs, au début, je ne pensais pas en arriver là aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me dis que, voilà, la force, elle est venue toute seule et sans que je m'en rende compte. Et voilà, si on veut continuer à vivre, il faut se battre. C'est ça. Frédéric, c'est ça le processus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, quand on n'a plus envie de vivre, on se dit on n'aura pas les ressources pour faire face. Et c'est le temps qui nous montre le fait que, voilà, on a des ressources en nous qu'on ignore effectivement et qu'on ne peut pas contacter parfois parce que ce sont les épreuves qui nous permettent de les contacter. Ouais. Et quand on les contacte, on puise cette force en soi et on chemine avec. Mais effectivement, vous avez raison. On ne peut pas y avoir forcément accès sans certaines épreuves de vie, que ce soit des gens qu'on a perdus, qui nous étaient chers, ou des grandes épreuves de vie qui nous arrivent dans notre chair. Parce que là, vous, en plus, il y a la douleur psychique, mais il y a la douleur physique à laquelle vous devez faire face. Donc, effectivement, il faut beaucoup, beaucoup de courage. Et vous l'avez. Merci. Oui. Merci. À l'hôpital, il y a quelqu'un qui vous a remonté le moral? Oui. Un homme qui a compté pour vous? Oui. C'était qui? Alain, on l'a rencontré à Saint-Gervais. Donc, j'ai été faire des cures thermales. Et là, voilà, on s'est rencontrés comme ça. Il a été brûlé il y a des années, beaucoup plus longtemps que moi. Et il m'a aidé aussi à surmonter tout ça et à avancer. Parce qu'il avait un peu d'avance sur vous, donc il avait déjà franchi toutes ces étapes. Oui. Puis... Donc il vous a aidé moralement? Oui. Puis ça a accroché tout de suite, même avec ma famille, et c'est devenu un ami. Et... Vous le voyez toujours? Ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu, parce que je ne vais plus en cure. Ces dernières années, je n'ai plus été en cure. Ça fait combien d'années que vous ne l'avez pas vu? Ça fait 3 ans. 3 ans. Et vous êtes en contact avec lui? Plus vraiment. Parce que nous, on est au téléphone avec lui, là. C'est vrai. Ouais. Alain, vous êtes là? Oui, je suis là, oui. Bonjour Marie.
Bonjour. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Alain? De quel accident vous avez été victime? Moi, j'ai été brûlé au travail. C'est-à-dire En 98, c'est un flexible hydraulique qui s'est enflammé puis qui m'a aspergé. Ça fait style un peu lance-flamme, quoi, voilà. Donc j'ai été brûlé à 60% de surface corporelle. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, on vous entend très bien. Et voilà, donc après j'ai commencé la reconstruction. J'ai eu 22 interventions chirurgicales en 6 ans et puis j'ai fait des cures 2 fois par an. Et puis au cours de mes cures, donc j'ai rencontré Marie qui était complètement déprimée. Alors j'ai dit, écoute, il va falloir que je fasse le référent parce que elle avait une référence devant elle. Je lui ai dit quand je suis arrivé, j'étais comme toi, j'avais le même visage que toi. Et quand elle a vu la manière dont j'étais réparé, je pense que ça lui a donné un peu du bon cœur. Rien n'est perdu. Parce que le brûlé, souvent, c'est des phases qui sont très un peu linéaires. Après, ça repart à la hausse. Après, ça continue à être linéaire. Ça repart à la hausse. C'est très très long la reconstruction d'un brûlé. Et puis souvent, on dit qu'il n'y a qu'un brûlé qui peut comprendre un autre brûlé. Même la famille qui vous entoure, elle ne peut pas savoir. Elle n'a pas fait le chemin qu'on a fait, donc elle ne peut pas savoir. Il n'y a qu'un brûlé qui peut comprendre un brûlé, et puis il faut savoir que le brûlé, il est toujours un petit peu brûlé dedans aussi. Ouais. Voilà. C'est souvent le cas d'ailleurs avec ceux qui ont une maladie, un cancer, et finalement ils ont besoin de dialoguer avec des gens qui sont passés par cette épreuve. C'est ce qui est souvent le plus aidant. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Alain? Profitez-en, puisque vous ne lui avez pas parlé depuis longtemps. Moi, je veux te remercier, Alain. Merci d'avoir été là et j'espère te revoir bientôt. Si tu viens en cure, moi je vais en cure fin mai. Mais oui, ce sera malheureusement pas cette année encore pour moi, j'espère l'année prochaine. Il faut faire les cures. Faire les cures. Mais nous, on n'y a pas droit comme vous. Mais la en Belgique, c'est différent. D'ailleurs, vous n'êtes pas remboursé? Non. C'est vraiment la base. Parce que ça fait quoi les cures? Ça vous permet de mieux cicatriser? Bien sûr, ça améliore la cicatrisation, la peau devient plus souple, il y a moins de rougeur, ça stoppe l'inflammation. Ça chatouille moins. D'ailleurs, moi, je ne peux pas m'en passer. Oui, mais c'est vrai qu'on a un système de santé en France qui nous coûte cher, mais qui permet ce genre de choses. Voilà, oui. Vous n'avez pas. Merci Alain d'avoir pris la peine de nous appeler. Gros bisous à tout le monde. Marie, et sur le plan scolaire, alors, comment ça s'est passé pour vous? Donc, j'ai eu mon accident au mois d'avril. J'ai pas su continuer l'école, évidemment. Donc après, en septembre, je suis rentrée dans un centre de revalidation qui se trouvait à la côte belge, pour que je puisse être scolarisée en même temps que d'avoir tous les soins nécessaires. Parce que j'avais énormément d'heures de kiné par jour. Donc à domicile, c'était pas possible. Vous avez dû appréhender d'être à nouveau confrontée au regard des autres? Oui. Déjà, quand on m'a annoncé que je devais aller là-bas, je me suis dit non, je revenais à peine de l'hôpital. Je ne voulais pas du tout y aller. Je savais que là-bas, c'était tous des cas différents. Donc je me dis, j'appréhendais un petit peu, mais je me dis, eux aussi ont un problème. Donc voilà, ça ira. Mais malgré tout, j'étais la seule grand brûlée. Donc ça a quand même été très difficile. Parce que même s'ils avaient d'autres problèmes que moi, ils ne connaissaient pas ils ne voyaient pas... Ils ne connaissaient pas les brûlés, quoi. Donc oui, ça n'a pas été facile tous les jours là-bas. Alors, vos amis ont toujours été présents pour vous et aujourd'hui encore, ils ont tenu à vous prouver leur soutien. Regardez. Coucou Marie, un petit message pour te dire que je te soutiens dans ta démarche. Et encore une fois, tu montres à tout le monde le courage que tu as et que tu as toujours eu. Salut ma chérie, ce petit mot pour te dire à quel point je suis fière de toi. Tu es combative, tu n'as jamais baissé les bras et tu es mon plus bel exemple de vie ma chérie. Je te fais plein de gros bisous, je t'aime fort fort fort. On se connaît depuis bien longtemps et j'espère que rien ne changera. Et personnellement, je connais pas plus courageuse et aussi forte que toi, donc reste comme tu es et ne change jamais. Un petit message pour te dire que nous sommes fiers de toi, qu'on te soutient à 100% et qu'on te l'a déjà dit, mais on t'admire énormément. Tu es une battante et il faut que tu continues comme ça. Aujourd'hui, tu es là pour raconter ton histoire, mais aussi pour faire passer un message important.
On est toutes derrière toi, on t'aime très fort, on sera toujours là et n'oublie pas, ça paie comme jamais. Gros bisous. Je t'aime très fort, ma reine. Mouah. Eh ben, on vous aura fait pleurer alors. Hein, Oui, je m'attendais vraiment pas à tout ça. Vraiment pas, merci. C'est votre sœur, Mélanie. Merci. A organisé tout ça. Je m'y attendais, mais alors là, vraiment pas. Pas du tout. Donc, merci à tous. Merci. Alors, 8 ans se sont écoulés. Depuis votre accident, 8 ans se sont écoulés. Il y a une rencontre qui, quand même, vous a redonné le sourire il y a 3 ans. Oui. Qui? C'est mon petit copain, John. Il est là aujourd'hui? Oui, il est là. Oui. Et il vous soutient et il est présent à vos côtés? Oui, et heureusement que je l'ai. Il vous aime, quoi, hein? Oui. Bon, il est là avec nous. Pas d'émotion. Mais vous étiez où alors? On vous a cherché? Vous étiez perdu dans les coulisses? Oui, exactement. Bon, ça va, John? Vous étiez en train de regarder l'émission, peut-être? Oui, ça se voit. Vous étiez ému? Très. Comment vous l'avez rencontré? Donc, on s'est connus d'abord à l'école dans un premier temps. Et puis, on ne s'est pas parlé plus que ça à l'école. C'est par après, on s'est revus dans Marche. À l'école, la fameuse école, là où vous êtes allé? Non, donc après le sort de revalidation, donc là je suis retournée à l'école dans ma ville. Ouais. J'ai repris une scolarité normale et il était à cette école-là aussi, donc voilà, on s'est connus là-bas. Donc vous ne vous êtes pas parlé plus que ça et puis vous êtes devenus amis? Oui. Complices? Oui. Oui, très vite. Oui, ça a été très vite, oui. Très vite. Quoi, vous aviez déjà des sentiments l'un pour l'autre? Oui. On s'est arrivé, oui, très vite. C'est vrai? Oui. Qui a fait le premier pas? Moi. Oui. Qu'est-ce qui vous a plu chez Marie? Sa façon d'être. Il faut savoir que, à mon avis, son accident lui a fait donner beaucoup de maturité, de recul, de maturité. C'est ce qui m'a plu beaucoup chez elle. Ouais. Et alors, j'imagine que vous ne voyez que ses yeux, que sa beauté intérieure et que tout vous plaît. Maintenant, je ne fais plus attention. Elle est comme sa maman ou comme sa sœur. C'est une femme comme toutes les autres. Merveilleuse. Vous le croyez quand il vous dit ça? Vous avez mis du temps à le croire? Oui, j'ai mis du temps et j'avoue que parfois au fond de moi, il le sait. J'ai toujours peur qu'il ait honte de moi, même devant ses copains ou même quand on se promène quelque part main dans la main. Même si je sais que non, parce qu'on en a déjà parlé, parce que je le sais qu'il m'aime. Voilà, je sais qu'il m'accepte comme je suis, mais au fond, ça reste quand même par moments un petit doute. Mais avant votre accident, vous aviez confiance en vous? À moitié. J'ai jamais eu vraiment confiance en moi. Voilà. Donc, voilà. C'est ça qui... Oui, ça me fait poser quelques petites questions de temps en temps, mais... Et alors justement, là, ça devrait vous rassurer totalement. Oui, c'est vrai. Hein? Oui. Elle a beaucoup de complexes dans l'intimité, Marie? Au début, oui, c'était même froid, notre relation, parce que elle voulait pas se découvrir, elle avait vraiment du mal à s'ouvrir à moi. Donc c'est avec le temps que c'est venu. Maintenant, on est un couple tout à fait normal, comme toutes les autres personnes. Vous faites de la muscu, vous? Oui. Pareil, hein? Oui, oui. C'est impressionnant. Oui, c'est vrai. Bon, donc c'est du sérieux, hein, tous les deux, Oui. j'ai l'impression. Hein. Oui. Vous avez des projets? On emménage. Ah, vous emménagez? On est en ménage depuis 6 mois. Ouais. Et donc, voilà, une petite maison. Des projets? Pour l'avenir, oui. Oui, on a... Faire des enfants? Oui. On aimerait bien. Pas tout de suite, mais oui. C'est ton projet. Bien sûr, bon, oui. Souhaite. Ils sont beaux tous les deux. Qu'est-ce qu'elle en pense, sa maman? Mais maman, elle est contente et puis maman, elle est fière. Elle est tellement fière de sa fille que... Et puis je les aime tous les trois, comme si... voilà. Et même John, comme si c'était mon fils. Marie-Paul, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce jeune couple?
Déjà, à la base, l'histoire de Marie est très impressionnante aussi. Comme dit, tout est unique à la base. Les récits se ressemblent beaucoup par rapport à ce que moi, j'ai vécu. Je lui souhaite juste beaucoup de courage. Moi, je la trouve forte quand même. Elle est géniale. Elle est géniale. Et elle a cette chance que moi, je n'ai pas. Elle a des amis, elle a une famille. C'est vrai. Vous avez raison de le souligner. C'est vrai. Pourquoi vous dites que vous n'avez pas? Parce qu'aujourd'hui, vous voulez créer votre famille. Oui, mais il y a quand même ce manque de la famille biologique, la famille nourricière, les amis. Le soutien, oui. Parce que des amis, j'en avais aussi. Et du jour au lendemain, ils sont partis. Et sans jamais vraiment d'explication. Donc, mais pourquoi? Quand alors ils sont partis? En fait, la dernière année qui m'a quittée, c'était il y a 1 an, au décès de mon papa nourricier. Pas eu de condoléances, je n'en sais rien. Mais j'ai pas eu de condoléances. Et puis, c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. C'était vraiment quelqu'un avec qui je pouvais vraiment tout échanger, tout dire. Mais il y a eu une raison particulière où vous étiez disputés? Moi, personnellement, je n'en vois pas parce que, elle a accepté mon caractère parce que j'ai très fort caractère. C'est peut-être ça la raison alors. Allez, on va accueillir en tout cas la famille que vous vous êtes créée, vous, et qui compte évidemment. Ah oui, c'est ma priorité. Vos 2 filles, Hélène et Sarah, ainsi que votre nouveau compagnon. Ils vont nous rejoindre. Bonjour. Les filles, ravissantes petites filles, souriantes. Qu'est-ce que vous pensez de votre maman? Qu'elle est... Enfin, je l'aime comme elle est. Ouais. Et Est-ce que tu as des copains qui te font des réflexions? Non, quand ils la voient passer, ils disent qu'elle est très jolie, que, enfin, j'ai l'impression qu'ils me disent ça pour que pour me faire plaisir. Ouais. Et voilà, mais enfin. Tu as déjà entendu des choses qui t'ont blessée? Non. Jamais. Non, mais de toute façon, si j'entends ces genres de choses, je suis obligée de défendre. Bah oui. Est-ce qu'on peut dire que tu es fière d'elle? Oui. Qu'est-ce que tu trouves, qu'est-ce qu'elle a comme qualité que tu apprécies le plus? Je sais pas. C'est une vraie maman? Oui, qu'elle est gentille. Qu'elle est sévère. Elle est sévère? Bah oui, mais ça c'est normal, ça veut dire que c'est une bonne maman. Je sais pas. Alors, vous êtes en couple depuis 3 ans, tous les deux. Comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés il y a 18 ans en arrière. Hein, ah, oui? Ah oui, elle avait 20 ans quand je l'ai connue. Ah ouais? Dans quelles c'était circonstances? des amis, dans les soirées, voilà quoi. Ouais. Et puis bon, le temps est passé, et puis il y a 3-4 ans, on s'est recroisés, et puis ça s'est fait. Le temps est passé, c'est-à-dire vous avez eu votre vie chacun de votre côté? Ouais, un petit peu, une dizaine d'années où on ne s'est pas revus, plus ou moins, quoi. Et puis on s'est recroisés, et puis ça s'est vite déroulé, quoi. Bon, Quelle est votre approche, vous, de tout ça? Manifestement, ça vous pose aucun problème? Moi, non. Moi, non. Moi, dès le départ, je peux pas être choqué. Enfin, j'ai fait 2 ans d'aide humanitaire en Afrique. Donc, je veux dire, j'en ai vu quelques-uns des vertes et des pas mûres. Donc, je veux dire, c'est pas ça qui me choquait le plus, quoi. Moi, ce qui m'avait attiré chez elle, quoi, plus ou moins, quoi, c'est justement sa force de caractère qu'elle a obtenue, qu'elle n'avait pas à ses 20 ans. À ses 20 ans, elle ne les avait pas, ça. C'est vrai? Ah non, à ses 20 ans... Elle n'avait pas ce caractère? Elle le dit lui-même, si elle aurait le même caractère à 20 ans, je ne pense pas que le couple serait fait. C'est vrai. Parce qu'elle a une force de caractère, c'est parce qu'elle a des idées, elle est posée, que ça a pu se faire, quoi. C'est-à-dire que vous avez été sensible à sa force de caractère aujourd'hui? Oui, à 20 ans, femme, avec une vie, avec... Vous n'auriez pas été sensible à ça? Ça aurait été trop pour vous? Non. C'est ça qui il y avait trop de décalage. Il y avait trop de décalage au départ. Je veux dire, quand elle avait 20 ans, il y avait trop de décalage entre moi et elle.
Parce que bon, j'ai 43 ans, donc on a une différence d'âge. Donc moi, j'en avais 27, 28. Elle en avait 20. Elle était trop mièvre pour vous à 20 ans. Voilà. Et comment vous étiez à 20 ans, vous, alors? Je pesais 70 kilos pour 1m65, taille 44. Et puis un jour, j'ai commencé à chavirer un peu là-dedans. Et j'avais envie de plaire parce que je m'ennuyais beaucoup dans mon couple à l'époque, du temps où j'étais mariée. Oui. Et j'ai commencé à perdre du poids. Oui. Et j'ai commencé à changer d'enveloppe physiquement, les vêtements. Et petit à petit, voilà, je me suis rendu compte, j'ai pas vraiment de problème avec les hommes. Ouais. Donc voilà, petit à petit, l'oiseau a tissé son nid jusqu'au jour où je revois Yves. Et alors aujourd'hui, vous vivez ensemble tous les deux? Oui, voilà. Ouais. Ça se passe bien? Oui, comme tous les couples. Il y a des hauts et des bas. On a bien compris qu'elle avait un gros caractère. Voilà. Il a un énorme caractère, ça je ne le renie pas, je le reconnais même fortement. Mais voilà, c'est quelque chose que je ne me suis pas faite toute seule. C'est le caractère, il n'est pas là tout seul pour rien. Donc, encore une fois, en thérapie, on m'explique bien que je ne suis plus la petite fille que j'étais avant, qui devait se laisser faire, qui devait avoir mal, à qui on privait de la voix et tout. Donc, voilà, à force avec le travail, on apprend. Vous vous êtes affirmée. Ah oui, énorme. Vous avez arrêté d'attendre peut-être, vous deviez être en attente d'amour, de reconnaissance. Non, j'avais juste peut-être besoin de trouver mon équilibre en amour, justement. Parce que jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas trouvé, malgré que j'ai 2 jolies filles. Non, puis c'est de sortir... enfant, on subit son histoire. Ah oui, ça c'est... On subit. Et devenir adulte, c'est aussi reprendre du pouvoir sur sa vie, c'est ne plus être une victime, c'est s'affirmer. Et ce qui me frappe, c'est que toutes les deux, effectivement, bien avant d'être des grandes brûlées, ce sont des femmes. Une jeune femme, et avec des désirs de femme, avec des désirs d'aimer et d'être aimée, et de construire leur vie. Et c'est ça qui est important de conserver, c'est qu'on ne se réduit pas ni à sa maladie, ni aux drames qui nous sont arrivés. Nous sommes des humains, et avec des besoins qui sont légitimes. Et la capacité à s'en occuper, effectivement, le fait d'avoir fait une thérapie, vous a aidé à retrouver cette capacité à prendre votre vie en main. Et bravo pour ça. Merci. Merci à vous deux d'être venus témoigner. Et puis nous sommes avec Frédéric et certainement avec tous nos téléspectateurs très impressionnés par vos parcours de vie et vos forces de vie et de caractère. Merci beaucoup. Merci à Frédéric. N'oubliez pas que vous avez rendez-vous avec toute une histoire dans votre version féminin ce week-end. Et dans quelques minutes, c'est moi qui vous donne rendez-vous sur le plateau de l'Histoire continue. Nous accueillerons le danseur étoile Benjamin Pêche. À tout de suite. Merci. Cet après-midi, c'est un virtuose de la danse que nous recevrons, Benjamin Pêche. Je dansais tout le temps en fait. Je me souviens avec ma mère, on faisait des courses au supermarché, j'étais avec le caddie en train de danser. Avec le danseur étoile qui vient de faire ses adieux à la scène, nous pénétrerons dans les coulisses de l'Opéra Garnier. C'est l'endroit du théâtre où je suis le plus souvent. J'ai tous mes souvenirs de scène qui sont entassés. Et c'est surtout l'endroit où je me prépare avant de monter sur scène. Le danseur reviendra également sur cette longue carrière qui a usé son corps. J'ai ressenti une douleur très vive dans la hanche. Généralement, ça arrive à 60, 70 ans. Dans mon cas, c'est arrivé à 40 ans et en l'espace de 6 mois, ce qui était assez spectaculaire. Aux côtés de cette star de la danse, nous recevrons Melvin, qui a remporté la dernière édition de Prodige. La danse est un métier difficile, il faut jamais baisser les bras. Un numéro de l'histoire continue sous le signe de la grâce et du dépassement de soi, à ne surtout pas manquer. J'ai aucune idée de ce qu'une femme peut rechercher lorsqu'elle est infidèle. Plus d'hommes trompent que de femmes, même si ça arrive aussi chez les femmes. Une femme maintenant est capable de prendre un homme, elle prend et elle jette. Bientôt, au sommaire de toute une histoire. Je suis avec ma compagne, ça fait bientôt 6 ans. Elle est mariée, oui.
On a commencé un parcours en PMA pour avoir un enfant. Est-ce que vous savez aujourd'hui qui est le père de cet enfant? Est-ce que vous l'avez fait, ce test de paternité? Oui. Des histoires d'amour compliquées. Elle était dans une routine, elle s'ennuyait un petit peu dans son couple. Au départ, oui, je me suis dit que c'était pas bien ce que je faisais. Mais les sentiments sont tellement présents. Ça fait 6 ans que ça dure. Probablement, elle y trouve son compte. C'est comme si j'étais deux personnes. J'étais moi au quotidien avec mon travail, mon mari. Et à côté, j'étais une autre personne heureuse, épanouie. Vous n'avez eu cette aventure que pour faire un enfant. Qui laisse nos invités dans l'impasse. J'ai gagné ma fille, mais j'ai tout perdu quand même.